Alexandre, tu es le fondateur de Live Mentor, un organisme de coaching d'entrepreneurs qui a connu un succès fulgurant. L'année dernière, près de 10 000 personnes ont suivi les formations en ligne que tu proposes avec ton équipe. Tu es également l'auteur du livre Entreprendre et surtout être heureux, les 6 blessures qui empêchent les entrepreneurs d'accéder au bonheur. De plus en plus de personnes veulent se lancer à leur compte et on ne parle pas assez des freins psychologiques qui peuvent faire échouer ces projets, d'où la pertinence de ton livre. Tu parles de la peur de l'échec, du syndrome de l'imposteur, de la comparaison excessive, de l'anxiété, de l'obsession du détail et du traumatisme de l'échec. Quel est le frein psychologique le plus courant que tu as constaté chez les entrepreneurs? Alors, merci déjà pour la présentation, très complète. Euh, ce que j'ai constaté, c'est qu'évidemment, il y a premièrement une corrélation entre la part de la blessure et ce que j'appelle la pyramide du stade de développement et d'avancement des projets. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui sont au stade de l'idée, qui n'ont pas encore lancé leur entreprise, que d'entrepreneurs à la tête d'entreprises qui comptent plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de salariés. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs à la tête d'entreprises qui n'ont pas encore atteint le stade de la rentabilité que d'entrepreneurs à la tête d'entreprises avec plusieurs dizaines de salariés. Donc tu vois, il faut le voir vraiment comme une pyramide inversée pour le coup, où il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans les premiers stades de développement. Or, dans les premiers stades de développement, on retrouve en majorité les blessures comme la peur de l'échec ou le syndrome de l'imposteur. Des blessures qui sont extrêmement associées aux peurs de se lancer, à la difficulté de faire la transition entre une activité salariée et une activité entrepreneuriale. Là où d'autres blessures, comme l'obsession du détail, sont, et c'est un des résultats qui m'a surpris dans l'enquête, beaucoup plus associées à des stades avancés de développement d'entreprise, comme le stade que j'ai mentionné des plusieurs dizaines de salariés. Maintenant, ce qui est, je crois, à noter, c'est qu'on peut passer par différentes blessures. Et ça, c'est un résultat aussi majeur de l'enquête. 85% des répondants, 85% des 10 000 personnes qui ont répondu à cette enquête ont témoigné avoir rencontré plus de 3 des 6 blessures depuis le début de leur aventure entrepreneuriale. Et donc, la démarche que j'ai eue en écrivant ce livre n'est pas de dire au lecteur et à la lectrice « vous allez identifier la blessure qui vous caractérise parce que de par votre passé, de par votre personnalité, de par votre psychologie, vous êtes associé à cette blessure-là », mais plutôt une démarche peut-être qui peut faire un peu plus peur. Voici les 6 blessures que l'on peut rencontrer dans tout parcours entrepreneurial. L'acte même d'entreprendre peut provoquer ces blessures. Il faut se préparer à les croiser, tous, toutes. Et par contre, on peut les détecter, les prévenir, les guérir. On peut apprendre à les reconnaître et aller de l'avant. Donc si je comprends bien, en fait, ces blessures, c'est pas vraiment, enfin, c'est un petit peu en fonction de soi, mais c'est aussi en fonction de là où on en est dans la Absolument. création de l'entreprise. Oui, c'est toute ma démarche. Ma démarche est de prouver que l'acte d'entreprendre génère des défis émotionnels, des défis psychologiques, des défis en termes de bien-être. Et j'en suis arrivé à cette conclusion après 5 années à accompagner des créateurs et des créatrices d'entreprises. Donc aujourd'hui, Live Mentor est devenu donc l'organisme de formation de référence en France pour cette population-là. Nous, on ne sait pas faire des formations pour devenir pâtissier, on ne sait pas faire des formations pour apprendre l'anglais, mais on sait faire des formations avec accompagnement pour créer et développer son entreprise. Et depuis 5 ans, ce qu'on enseigne, ce sont des compétences concrètes, des hard skills, des compétences techniques, comme savoir se vendre, savoir modéliser ses finances, savoir recruter, savoir déléguer, savoir communiquer sur les réseaux sociaux. Et on a pensé ce parcours de formation historiquement en se basant sur les défis
techniques, concrets, que l'on rencontre quand on développe son projet, on a besoin de savoir communiquer, on a besoin de savoir vendre, on a besoin de trouver des clients, etc. etc. Et le livre Entreprendre et surtout être heureux est venu de ce constat au fil des années, mais attention, en fait, il y a d'autres choses. En parallèle de ces compétences concrètes, de ces hard skills liés à l'entreprise, il y a des défis émotionnels et psychologiques et on voit toujours les mêmes revenir dans nos accompagnements. Et on ne pouvait pas, selon moi, rester légitime sur notre rôle d'accompagnement des entrepreneurs si on ne reconnaissait pas ces blessures psychologiques. D'où le livre. Alors du coup, laquelle est rencontrée le plus fréquemment au début du lancement d'une entreprise? La peur de l'échec. La peur de l'échec. Comment ça peut se manifester et est-ce que tu as des exemples de gens que tu as accompagnés pour nous montrer à quel point ça peut être handicapant? Je pense tout de suite à quelqu'un que j'ai accompagné il y a 2 mois qui a un projet de site e-commerce où elle vend de l'artisanat et elle est morte de peur à l'idée de contacter la presse spécialisée dans son domaine. Elle est morte de peur à l'idée de contacter des influenceurs sur les réseaux sociaux qui pourraient parler de ses produits. Elle est aussi morte de peur à l'idée d'aller voir un banquier pour un prêt, de peur que la personne dise non en face. Donc la peur de l'échec, c'est quelque chose de paralysant qui fait, selon moi, écho à la différence fondamentale entre notre système éducatif, qui condamne l'échec, qui bannit l'échec, qui rend l'échec traumatisant, et la réalité entrepreneuriale. Donc si on se remet dans le contexte, on a des écoles, comme l'a très bien montré Ken Robinson, qui sont pensées comme les usines. On a un produit, une matière première qui rentre, et puis on a un produit fini qui sort. La matière première, c'est un enfant. Puis le produit fini, c'est quelqu'un qui a un diplôme super spécialisé. Et le message qu'on répète en fait à chaque année, c'est il ne faut pas échouer, vous avez une note, il faut avoir une bonne note et pas une mauvaise note. Il faut passer dans la classe d'après, et puis ensuite il faut avoir les bonnes universités, les bonnes écoles, etc. etc. Et si vous échouez, je crois qu'on s'en souvient tous et toutes quand on est enfant, si la peur du redoublement, vous perdez vos amis qui passent dans la classe d'après et pas vous. Vous êtes vu comme la personne qui est retardataire. Et d'ailleurs, on appelle ces personnes-là les personnes retardataires. Moi, je me souviens d'ailleurs avoir négocié avec mon collège quand j'étais en 6e pour me faire exclure plutôt que me faire redoubler. Je vais redoubler, j'avais tellement peur de redoubler, j'ai tellement peur d'échouer que j'aurais dit non mais laissez-moi passer mais dans un autre collège. Tu vois jusqu'où on en arrive. Et le problème c'est que cette culture-là est en opposition totale avec la culture et la réalité entrepreneuriale, où il n'y a pas de programme scolaire, il n'y a pas de compétences définies, il y a besoin de tester des choses et d'échouer pour se rendre compte de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est très très dur comme changement de modèle mental à opérer pour les personnes qui se lancent. Elles cherchent la bonne réponse, elles essayent d'être bonnes élèves, j'en parle dans le livre, c'est le traumatisme du bon élève. Elles essayent de penser le programme de leur entreprise et de l'imaginer comme on imagine un programme scolaire ou un plan dans une grande entreprise. Si on rentre dans une grande entreprise, en tant que salarié, on peut souvent avoir la même réalité que quand on est collégien, lycéen. On nous donne via notre manager, via la direction des ressources humaines, une liste d'objectifs à atteindre dans un cadre qui est plutôt contrôlé. On a des moments où on pose nos vacances, tout ça c'est assez contrôlé. L'arrivée dans l'entrepreneuriat, c'est l'arrivée dans le chaos. On doit trouver une idée, la tester, se faire connaître, trouver des clients. Et donc à chaque moment, le risque d'échouer est fort. Et la peur de l'échec explose à ce moment-là. Est-ce que tu as des petits conseils très pratiques pour les personnes qui ont peur d'échouer? Je sais que moi j'avais déjà entendu des gens qui disaient « Ok, tu as peur d'échouer, tu as peur de quoi exactement? Et si ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ?» Alors, il y a effectivement un exercice dont on peut parler, qui est l'exercice de prévention des peurs, qui a été popularisé par un auteur américain qui s'appelle Timothy Ferriss dans une conférence TED, et qui consiste effectivement à lister ses peurs, à écrire son scénario catastrophe, et à se demander comment, si ce scénario catastrophe arrive, on peut le réparer.
Et je le prends en exemple d'ailleurs dans le livre, donc dans le chapitre 1 qui est la peur de l'échec, avec un personnage fictif, une salariée de 40 ans qui n'ose pas se lancer en tant que thérapeute, qui n'ose pas se mettre à son compte. Et si on fait l'exercice de prévention des peurs, au pire, qu'est-ce qui se passe? Elle pourra reprendre son boulot classique. Elle peut prévenir ses peurs par exemple, parlant à son entourage, en mettant de l'argent de côté, etc. etc. Donc ça, c'est un exercice qui est super utile. Moi, j'essaye aussi de changer la culture entrepreneuriale et d'être extrêmement transparent sur les échecs qu'ont rencontrés tous les entrepreneurs dans leur parcours. Lors de la présentation, on a évoqué le succès fulgurant de Live Mentor, mais Live Mentor, c'est une entreprise que j'ai créée en 2012. C'est une entreprise qui a mis 5 ans avant de trouver son modèle. C'est une entreprise qui a réalisé 50 000 euros de chiffre d'affaires sur ses premières années en cumulé. Ça représentait environ 1 000 euros par mois. Moi, j'ai 33 ans, j'ai créé l'entreprise quand j'en avais 23. J'ai commencé à travailler sur le projet quand j'avais 22 ans. À 28 ans, je suis retourné habiter chez ma maman parce qu'on n'avait tellement pas de ressources que j'avais pas le choix. Donc, j'essaye aussi de jouer sur la culture, de jouer sur l'environnement, de jouer sur les messages pour montrer que l'échec est normal et classique. Et une autre approche que j'essaye de pousser énormément, c'est de casser le cycle linéaire du succès. On est conditionné à penser la vie comme une sorte d'ascension permanente. Et donc on peut, si on continue sur ce chemin-là, dire que l'entrepreneuriat, c'est échouer d'abord au début, puis c'est ensuite réussir. Toute l'approche qu'on essaie d'avoir dans les formations, et que j'ai essayé d'avoir dans le livre, est plutôt celle d'une roue, d'un cycle, où il y a des phases de réussite, des phases d'échec, et puis des phases de réussite, et puis des phases d'échec, et puis des phases de réussite, et puis des phases d'échec. Et le voir ainsi permet souvent de libérer l'individu et de lui montrer qu'il il se paralyse, il s'angoisse pour pas grand-chose. Et puis c'est une culture très française aussi de la peur, ne pas se lancer, être parfait. Ah, complètement. On voit aux États-Unis, et je crois que tu connais un peu les États-Unis, c'est pas Ouais. la même mentalité. Ils ont l'habitude d'échouer, de se lancer. Oui, et puis il y a aussi des compétences, pour le coup, entrepreneuriales qui sont beaucoup plus développées aux États-Unis. Quand aux États-Unis, vous avez des concours d'éloquence pour des enfants de 6 ans, de 7 ans, où on les fait monter sur scène et on leur donne un micro devant 300 ou 3000 personnes. Évidemment, ça explique pourquoi ils sont souvent bien meilleurs pour communiquer sur leur entreprise, vendre leur entreprise, que les élèves français qui ont été plutôt habitués, comme toi et moi, à s'asseoir sur une chaise toute la journée, à regarder le dos du voisin et à espérer que l'heure se termine. Même si l'éducation américaine a plein de problèmes par ailleurs, que ce soit son coût, que ce soit la culture des tests de connaissances au lieu de, à l'inverse de la culture de la dissertation, qui est pour le coup, je pense, une très bonne culture. Néanmoins, c'est vrai qu'un autre auteur que j'ai utilisé dans le cadre de la rédaction d'Entreprendre et surtout être heureux, c'est Peter Gumbel, qui est un professeur à Sciences Po et qui a été horrifié. Il n'est pas francophone, il n'est pas français. Et quand il est arrivé pour vivre en France, il a été horrifié parce qu'il a vu sur le système éducatif français. Et cette culture de la note, cette pression du résultat qui est très très forte. Donc il y a la peur de l'échec, il y a le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comment ça se manifeste? Le syndrome de l'imposteur, c'est un doute maladif qui nous conduit à ne pas prendre la responsabilité de nos succès. Les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur vont toujours avoir tendance à attribuer leur réussite à un facteur extérieur. C'est à cause de la chance, c'est grâce à telle autre personne, ce n'est jamais grâce à moi. Et donc ce sont des personnes qui vont travailler énormément, beaucoup plus que les autres, beaucoup plus qu'elles ne peuvent le supporter à long terme, d'où le burn-out, parce qu'elles ont peur d'être démasquées. Elles vivent avec cette hantise qu'à un moment, quelqu'un va arriver et va dire « tu es un imposteur,
tu n'as pas ta place ici. Et le syndrome de l'imposteur a été énormément documenté pour les salariés. Beaucoup de littérature très intéressante pour expliquer ce qui se passe dans la plupart des entreprises avec une, deux, trois personnes qui vivent avec le syndrome de l'imposteur dans une équipe et vont bosser beaucoup plus que tout le reste et vont jamais se mettre en avant, vont jamais demander d'augmentation, vont toujours prendre beaucoup de choses sur leurs épaules avec cette peur constante qu'un jour quelqu'un dise, le manager ou quelqu'un d'autre de l'équipe dise mais attends, en fait, tu n'as pas ta place ici, dehors. Et moi, j'ai remarqué dans le résultat de mon enquête que le syndrome de l'imposteur touchait aussi énormément les entrepreneurs. Et en creusant, j'ai découvert qu'il y avait derrière ce syndrome de l'imposteur la peur d'être exclu de la communauté des entrepreneurs. Et là, il faut retracer, il faut comprendre le chemin social que fait le créateur d'entreprise. Quel est ce chemin social? Je suis, donc, premièrement, le créateur d'entreprise en moyenne en France a plus de 40 ans. C'est quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, c'est quelqu'un qui a eu un parcours en tant que salarié et qui à un moment se dit « j'ai envie de monter ma boîte, j'ai envie d'être à mon compte, mes enfants peut-être ont un peu grandi et puis surtout je sens que c'est le moment parce que j'ai déjà passé quelques kilomètres sur le chemin de la vie et j'ai pas envie d'avoir de regrets. » Donc, cette personne en reconversion professionnelle quitte une entreprise, donc elle quitte son groupe social. Un de ces groupes sociaux, on va me dire, il peut y en avoir d'autres évidemment, il y a le groupe de la famille, il y a le groupe des amis, mais l'entreprise est un vecteur de socialisation qui est énorme. Quand on interroge les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur et qui sont entrepreneurs, on en revient toujours à ce premier traumatisme-là. J'ai posé ma démission, j'ai obtenu ma rupture co. On se rend compte que ces personnes avaient le syndrome de l'imposteur aussi en tant que salarié. Je suis parti, je suis contente d'être parti, je voulais faire ce projet, mais j'ai perdu mon groupe social. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai intégré des communautés d'entrepreneurs, d'indépendants, d'indépendantes, via des réseaux en présentiel, via des réunions dans des espaces de coworking, via des formations en ligne aussi, comme les formations Live Mentor, où nous, on a un espace communautaire où les personnes qui ont suivi les formations peuvent parler. Donc, je commence à me recréer un groupe. Et dans ce groupe, je peux tomber sur des entrepreneurs beaucoup plus avancés que moi. Et je vais me sentir complètement imposteur par rapport à ces personnes qui en sont peut-être à leur deuxième, troisième, quatrième création d'entreprise. Mais surtout, j'ai peur d'être exclu de ce nouveau groupe. Cette nouvelle communauté qui n'est pas du tout aussi qui n'est pas présente, qui n'est pas regroupée aussi fortement que la communauté de l'entreprise. Il n'y a pas de machine à café où on se retrouve tous les jours, mais elle est quand même là, cette communauté. Soit via des groupes Facebook, soit via des communautés sur Slack, un outil de collaboration, soit via la réunion mensuelle de mon groupe d'entrepreneurs de ma ville. Et c'est très dur pour les personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur de se défaire de ça et de se rendre compte que non, elles ne vont pas être démasquées. Il n'y a rien qui les empêche d'être entrepreneurs. Donc c'est une autre peur que je traite dans le bouquin, une autre blessure, qui souvent va de pair avec la comparaison excessive, mais qui, elle, est constante, quel que soit le stade de développement de l'entreprise. Et ça, c'est un des moments durant la période d'écriture du livre où je suis plus tombé de ma chaise, quand j'ai découvert que la comparaison excessive ne s'arrête jamais. Alors ça, c'est très intéressant, puis je pense que c'est au-delà de l'entrepreneuriat, la comparaison excessive, on vit dedans en permanence avec les réseaux sociaux, etc. Ouais. Comment ça affecte les entrepreneurs, les gens qui veulent se lancer? Alors, la référence aux réseaux sociaux est excellente, et effectivement, il y a un énorme sujet de réseaux sociaux. On est rentré maintenant dans une société où on peut suivre n'importe qui sur Facebook, Instagram et YouTube, et donc se comparer constamment sur tous les aspects de notre vie et de notre entreprise avec des modèles. La personne à mobiliser ici, c'est René Girard. Donc René Girard, français, qui a fait sa carrière aux États-Unis à Stanford. Français
Ça, c'est dingue, parce qu'on ne le sait pas, sans lequel les réseaux sociaux n'existeraient pas. Et je pèse mes mots, je suis certain que sans René Girard, les réseaux sociaux, tous, n'existeraient pas. Pourquoi? Parce que René Girard a été le professeur à Stanford de Peter Thiel. Peter Thiel est connu pour deux choses. La première, avoir été cofondateur de PayPal, le service de paiement en ligne avec Elon Musk, ce qui l'a rendu très riche. Mais surtout, deuxième chose, pour avoir été le premier investisseur de Facebook. Peter Thiel est le premier à avoir fait un chèque à Mark Zuckerberg en mettant 500 000 $ pour financer les premiers stades de développement du réseau social. Et donc, sans lui, Facebook n'aurait pas survécu. Et si Facebook n'avait pas survécu et n'avait pas connu un tel succès, il n'y aurait pas eu Instagram, YouTube, etc. etc. Enfin, c'est faux pour YouTube parce que YouTube existait avant. Donc, Instagram, TikTok, etc. Pourquoi Peter Thiel a investi dans Facebook? Parce que quand il a vu le dossier d'investissement, quand il a découvert les interfaces de Facebook, il s'est dit, mon Dieu, c'est une application à grandeur nature du concept que j'avais vu à Stanford avec mon prof René Girard, du désir mimétique. Le désir mimétique. Le désir mimétique. Et je vais y venir après sur ce qu'est le désir mimétique, mais donc il a vu Facebook et il s'est dit, ça, c'est une machine à créer du désir mimétique, c'est une bombe à désir mimétique. Ça permet de voir les profils de tous ses amis et donc de regarder leurs photos, de regarder leurs vidéos, de regarder avec qui ils sont en couple, de regarder ce qu'ils font comme activité. C'est incroyable, c'est sûr que ça va cartonner car c'est ce que mon prof à Stanford, René Girard, racontait sur le désir mimétique. Donc le désir mimétique, c'est, selon René Girard, notre propension à vouloir ce que veulent les gens autour de nous. Nous imitons le désir des autres. Si nous sommes dans un bar et que 9 personnes sur 10 prennent un alcool de tel type, et bien on va commander le même alcool. Si du jour au lendemain, et c'est ce qui arrive souvent, tous mes amis commencent à avoir des enfants, en moi, cette envie, ce désir mimétique grandit. Si tous mes amis commencent à acheter des appartements, je vais avoir pareil cette envie-là. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai d'abord traité ça sur le sujet de la comparaison excessive, le désir mimétique dans sa version la plus classique. On veut ce que les autres veulent et donc on est entouré d'entrepreneurs qui veulent certaines choses. On veut la même chose d'entrepreneurs, on se compare. Et on se compare trop. Mais là où il y a, selon moi, une propension encore plus forte des entrepreneurs à sombrer dans la comparaison excessive, c'est parce que l'entrepreneuriat nécessite d'apprendre en permanence. À chaque étape de développement de mon entreprise, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles compétences. Au début, j'ai besoin d'apprendre à me lancer, j'ai besoin d'apprendre à vendre, j'ai besoin d'apprendre à communiquer, puis ensuite j'ai besoin d'apprendre à recruter, ensuite j'ai besoin d'apprendre à déléguer, puis ensuite j'ai besoin d'apprendre à structurer une culture des ressources humaines, et ensuite j'ai besoin d'apprendre à gérer un portefeuille de produits, d'activités, de services, et puis un jour j'ai peut-être besoin d'apprendre à aller à l'international. Bref, j'ai tout le temps besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Or, si on en revient à René Girard et si on creuse avec plus de profondeur ses enseignements, le désir mimétique chez René Girard prend racine dans notre manière d'apprendre. Selon Girard, nous apprenons par mimétisme. Mais c'est le principe des neurones miroirs d'ailleurs. Exactement, le principe des neurones miroirs. Effectivement, ce qui est donc une découverte plus récente que René Girard, mais qui est très bien racontée dans un podcast avec un neuropsychiatre dont j'ai oublié le nom, mais je pourrais le retrouver, on mettra le lien peut-être dans les commentaires de l'épisode, mais les neurones miroirs sont quelque chose d'absolument incroyable. Mais donc on commence en étant enfant, en étant bébé, notre vie d'être apprenant en imitant nos parents. D'où ces liens entre désir mimétique et apprentissage, j'en tire en fait un signal d'alarme énorme pour les entrepreneurs. Vous allez constamment devoir apprendre de nouvelles compétences. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher des modèles à imiter. Chercher à imiter ces modèles.
Donc vous allez sans cesse créer de nouvelles germes de désir mimétique, de nouvelles sources de désir mimétique. Et il va falloir prévenir les dangers, il va falloir mettre des garde-fous. Et donc je propose dans le livre différents exercices pour identifier ces modèles et se demander qu'est-ce que je vais chercher vraiment chez ce modèle. Comment je peux limiter la comparaison, comment je peux éviter de la rendre excessive. Oui, parce que tu expliques dans le livre avec quelques exemples des personnes où ça devient un peu obsessionnel Complètement. et qui vont toujours aller regarder sur Instagram, etc., ce que font les autres et du coup qui se perdent elles-mêmes parce que c'est une question que je te pose, mais est-ce que aussi le secret de l'entrepreneur, c'est aussi de faire ce qu'il est et de ne pas faire comme les autres, sinon… Et complètement. De toute façon, tout le but du livre est de dire la connaissance de soi est le meilleur outil qui soit quand on entreprend. Et ça va dans les deux sens. Entreprendre, c'est un voyage thérapeutique qui permet de se découvrir, mais mieux me connaître, mieux connaître mes forces va me permettre d'être un meilleur entrepreneur. Or, évidemment, si je sombre dans la comparaison excessive, je ne pense qu'aux forces du voisin, j'oublie les miennes et j'essaye d'appliquer les recettes d'un autre qui ne fonctionne pas pour moi. Complètement. Tu parles aussi de l'anxiété. Ouais. Comment est-ce qu'on peut gérer l'anxiété ? Alors l'anxiété, notamment l'anxiété financière. L'anxiété, donc pour bien la définir, est à distinguer du stress. Le stress est une réaction à un événement extérieur. Si par exemple, là, durant cette interview, la batterie du téléphone lâche, bon, on croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas, et ben on va ressentir du stress qui est lié à cette batterie qui est en train de s'épuiser, qui est en train de mourir. Si un feu se déclenche ici, pareil, une réaction de stress va arriver. L'anxiété, c'est un sentiment qui n'est pas lié à un événement extérieur, qui est beaucoup plus diffus, mais qu'on ressent. En permanence ? En permanence, dans le pire des cas. Et là, il faut très vite aller demander de l'aide. Mais sinon, le matin, quand on se réveille, avant de dormir, c'est les fameux problèmes de sommeil, les troubles du sommeil. Je rappelle que la France est malheureusement le plus grand consommateur de somnifères, ce qui est une catastrophe. Et donc l'anxiété se traduit souvent chez les entrepreneurs, mais aussi chez les personnes qui ne sont pas à la tête d'entreprise, par une consommation assez forte de somnifères ou de drogues plus fortes, cannabis, cocaïne, etc. etc. Et c'est pour ça que c'est une blessure qui, moi, m'est très… comment le dire, c'est une blessure que j'ai connue dans mon parcours entrepreneurial. J'ai connu ces années où, dès que je me réveillais, je pensais aux finances de mon entreprise. Et j'étais stressé angoissé par ce sentiment que tout allait s'effondrer, qu'on n'allait pas réussir à payer les salaires à la fin du mois. Et heureusement, j'ai eu la chance de ne pas tomber jusque dans la consommation de substances complètement toxiques, mais j'ai vu chez certains entrepreneurs que j'ai accompagnés cet excès-là. J'ai vu des entrepreneurs à la tête d'entreprises qui cartonnent ne pas pouvoir s'endormir sans consommer une quantité absolument incroyable de cannabis ou sans prendre une quantité incroyable de somnifères. Comment tu as fait toi justement pour pas tomber là-dedans ? Alors, il y a à la fois des solutions extérieures et des solutions intérieures sur l'anxiété. Dans les solutions extérieures, il y a identifier les zones génératrices d'anxiété dans son entreprise et se demander comment je peux anticiper pour ne pas avoir cette anxiété. Comment je peux, par exemple, si mon anxiété vient des finances de mon entreprise, avoir un bon expert comptable qui me permet d'avoir de la visibilité sur mes finances. Comment je peux avoir un bon outil de gestion. Comment je peux avoir peut-être quelqu'un de mon équipe qui prend ce sujet-là et qui peut calmer mon anxiété et me donner, en me donnant de l'anticipation. Donc ça, c'est les solutions extérieures. Sur les solutions intérieures, toutes les techniques de visualisation,
toutes les techniques qui permettent de se projeter uniquement sur le positif, tous les exercices de gratitude, le journal, le matin, tous les exercices vraiment consistants à se dire mais je choisis où je mets mes pensées, et donc développer ce muscle qui consiste à chasser les pensées négatives pour se mettre sur le positif sont des solutions très efficaces contre l'anxiété. Je ne dirais pas le cas sur les autres blessures, mais sur l'anxiété spécifiquement, ces méthodes d'ailleurs dans lesquelles je ne croyais même pas moi historiquement, que j'avais tendance à qualifier comme du blabla de développement personnel. Dans le cas spécifique de l'anxiété, qui est encore une fois ce sentiment diffus où on ne sait pas mettre le doigt précisément sur le problème, elles ont un impact qui est réel. Tu parles également de l'obsession du détail. Oui. Comment ça se manifeste exactement et comment s'alléger avec ça? Alors ça se manifeste par l'envie de tout contrôler dans son entreprise, donc d'être obsessionnel du moindre email qui est envoyé à un client, du moindre élément de communication sur les réseaux sociaux, de la qualité de chaque produit. Tout doit être fait de manière excellente et tout doit être fait sans défaut, mais surtout tout doit être fait comme le veut le fondateur ou la fondatrice. Et c'est là où l'option du détail est très forte quand on commence à avoir des premiers salariés ou des dizaines de salariés. Quand on n'est plus seul à la tête de son entreprise, on peut se transformer en petit tyran. Mais d'ailleurs, il faut faire attention avec ce terme-là parce qu'on qualifie souvent les obsessionnels détails de petits tyrans. En fait, ils sont surtout tyrans avec eux-mêmes et avec elles-mêmes. Ils sont dans une souffrance qui est incroyable. C'est une blessure que j'ai rencontrée moi, dans les 6 du livre. Celle-ci, comme la comparaison excessive, je l'ai rencontrée. Et c'est sûrement celle avec laquelle je me bats encore le plus aujourd'hui. C'est celle sur laquelle j'essaye d'être vigilant. Dans mon processus de rédaction, je suis allé me confronter à des outils de programmation neurolinguistique comme la pyramide de Dilts. Je suis allé faire des entretiens qualitatifs avec des entrepreneurs obsessionnels du détail. Je suis également allé échanger avec l'auteur du livre The Alter Ego Effect, Todd Herman, qui a écrit un livre incroyable sur les différentes identités et où il propose une méthode, la méthode de l'alter ego, pour libérer les différentes identités en nous. Et après tout ce travail-là, il était clair que la racine de l'obsession du détail, elle n'est pas dans l'entreprise, elle n'est pas dans la qualité des personnes qu'on a recrutées, elle n'est pas dans la qualité de nos process, elle est dans une absence totale de différence entre l'identité de dirigeants et de dirigeantes et mes autres identités. Il n'y a plus de frontières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne me définis que comme un dirigeant ou une dirigeante. Je ne dis plus que je m'appelle Sophie et que je suis une sœur, une maman, une dirigeante, une fan d'aviron, une sportive, que j'ai telle ou telle spiritualité. Non, je n'ai plus qu'une identité, je suis dirigeante. Et donc, dès que je vois un détail qui n'est pas parfait dans mon entreprise, je le vis comme une imperfection de ma seule et unique identité. Et ça, c'est terrible, c'est absolument affreux. Et là, tout s'explique. On comprend pourquoi cette blessure apparaît de manière aussi forte au stade des premiers salariés. Car souvent, pendant plusieurs années, l'entrepreneur a développé son entreprise tout seul. Il a mis tous ses efforts, toute son énergie dans ce projet. Cette identité qui a été construite, c'est son résultat, a pris le pas sur toutes les autres. Et le travail qui doit être fait, le travail thérapeutique, n'est pas du tout un travail au sein de l'entreprise. Tu devrais lâcher du lest, tu devrais faire plus confiance. Non, non, non. C'est absolument pas là que le travail doit être fait.
Si on regarde en dehors de l'entreprise, si on regarde là où tu n'es pas obsessionnel du détail, comment est-ce que tu peux laisser plus de place aux autres identités qui te composent? Et tu vas voir que naturellement, l'effort que tu mets sur tes autres identités, l'effort que tu mets pour laisser de la place à ton rôle de parent, l'effort que tu fais pour laisser de la place à ton rôle d'amoureux, l'effort que tu fais pour laisser de la place à ton identité de danseur, de sportif, de créatif, d'artiste, etc., va naturellement faire diminuer drastiquement ta blessure d'obsessionnel du détail. En gros, il ne faut pas que toute sa vie repose sur l'entreprise. Il faut ne pas négliger tout le reste, la vie familiale, amicale, le sport, les loisirs. Voilà, si on coupe tous les autres pans de notre vie, qu'on ne garde que l'entreprise, on devient sans aucun doute obsessionnel du détail. Et enfin, la dernière blessure, le traumatisme de l'échec. Alors, c'est quelque chose qui est un peu moins fréquent, je crois. Oui, alors le traumatisme de l'échec, donc qui concerne les personnes qui ont liquidé leur entreprise, qui ont déposé le bilan, une blessure qui est très dure à vivre en France pour plein de raisons, notamment par le temps administratif que prend la fin d'une entreprise. Environ 1 an pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas. Si vous êtes à la tête d'une entreprise, pas une micro-entreprise, ça va être un peu plus rapide si vous êtes une micro-entreprise, mais une entreprise avec 1, 2, 3 salariés, la procédure de liquidation judiciaire est un enfer. Est un réel enfer, avec un rendez-vous 1, un rendez-vous 2, un rendez-vous 3, avec des temps d'attente pour passer devant le tribunal de commerce, avec des procédures pour se demander ce qu'on fait des dettes, qui on paye, à quel moment on paye les salariés, à quel moment on paye les créanciers, etc. etc. Donc le traumatisme de l'échec, c'est d'abord un temps d'attente, un parcours du combattant qui est une vraie souffrance. Et puis ensuite, il y a un traumatisme social. J'ai perdu mon rôle, j'ai perdu mon identité de dirigeant, de dirigeante. J'ai peut-être perdu aussi accès à certains réseaux, certains groupes d'entrepreneurs où je me rendais régulièrement. Je n'ose plus y aller parce que je n'ai plus mon entreprise. Au sein de ma famille, j'ai entendu un nombre incalculable de mamans et de papas qui avaient fermé leur entreprise me dire le plus dur, c'est quand mon fils ou ma fille a dû mettre à l'école, quand on demande la profession des parents, ex-entrepreneur, au chômage. Là, il y a un traumatisme vécu qui est extrêmement fort, sans aller jusque dans le rapport aussi avec son conjoint, sa conjointe. Il y a aussi des choses qui sont très difficiles ici. Il peut y avoir des reproches qui sont faits de la part de l'autre partie. Il peut y avoir des regrets. Et donc le traumatisme de l'échec, c'est une situation qui est très large, qui touche aux finances, qui touche à l'émotionnel, qui touche au social, qui touche au familial, qui touche à tous les aspects de notre vie. Et là-dessus, je dois saluer l'action de l'association Second Souffle, à qui j'ai proposé d'intervenir dans ce livre, et je les en remercie. C'est une association qui vient spécifiquement en aide aux entrepreneurs qui ont déposé le bilan de leur entreprise. Alors, tu as fait toi-même 2 burn-out. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là, quelles erreurs tu as commises à répétition et surtout comment tu t'en es sorti? Alors, je me suis sorti de ces 2 burn-out sans comprendre la raison profonde de ces 2 burn-out, d'où le livre qui arrive aujourd'hui. Moi, j'ai créé mon entreprise donc en 2012, durant mes études. Durant les 4 premières années, j'ai travaillé tout le temps, sans compter mes heures, mais du lundi au dimanche, pour résumer. J'ai quasiment pas pris de journée de vacances, et j'arrive à la fin de ces 4 premières années, en février 2016, je me trouve à la tête d'une entreprise qui ne fonctionne pas économiquement. Je suis à ce moment-là à Londres pour essayer de rencontrer des investisseurs dans l'espoir de trouver un peu d'argent à réinjecter dans la machine, mais je n'y crois moi-même absolument plus du tout. Et je suis dans un état de fatigue qui est prononcé, je suis dans une réalité qui n'a aucun sens, où durant la journée je me bats pour essayer de trouver de l'argent supplémentaire pour faire vivre le projet, mais la nuit je me pose des questions existentielles.
Pourquoi est-ce que je continue? Ça m'apporte quoi? J'y crois plus. Et à un moment, cette incohérence, elle me pète à la figure. Je suis dans le métro à Londres et je me mets à pleurer d'un coup, sans comprendre ce qui se passe. Et c'est le début de mon premier burn-out. Et j'en sors par un miracle, ce que j'appelle un miracle, au sens où j'entends une nouvelle stratégie possible pour mon entreprise. Je change la directoire de l'entreprise commence à fonctionner. Et donc, à l'extérieur, je me dis, cette fois, ça va mieux. La réalité économique de mon entreprise fonctionne mieux. Donc, c'est bon, tout va bien, je suis guéri à l'intérieur, alors que pas du tout. Je ne fais aucun changement à ce moment-là sur ma conception du bien-être, ma capacité à me protéger. Je ne travaille pas à cette époque, ni avant le premier burn-out, ni après le premier burn-out, avec des thérapeutes ou avec des coachs. Donc, je continue de travailler toujours autant, mais cette fois, l'entreprise commence à fonctionner. Et donc, inévitablement, ça ne peut pas durer dans la longueur. Et en septembre 2018, je tombe à nouveau et je fais mon deuxième burn-out. Et cette fois, je suis en train de faire une randonnée en Corse. Donc, c'est plus le métro londonien, le cadre est un peu plus sympa. C'est les grandes montagnes du GR20, la randonnée corse. Il fait très beau. Mais mon genou droit, d'un coup, deuxième jour de randonnée, arrête de fonctionner. Je ne suis pas tombé, je n'ai pas percuté un rocher. J'ai juste fait un pas de plus, mais hop, il se coince. Je peux plus bouger. Et puis alors, je marche avec l'autre jambe. Et puis 10 minutes plus tard, l'autre genou, pareil. Donc, la journée infernale où on ne peut pas revenir en arrière. Il faut qu'on atteigne le sommet. Normalement, l'heure à laquelle il faut atteindre le sommet, le dernier délai, c'est 17 heures. J'arrive à 23 heures. Donc, quand tu es en randonnée en Corse à 21 heures, qu'il commence à faire froid, que c'est la nuit quasiment noire, que tu ne vois pas à 10 mètres devant toi et que tu rampes sans comprendre ce qui se passe parce que tes genoux qui t'ont porté durant tout le reste de ta vie jusqu'à ce jour fonctionnaient plutôt bien. J'avais jamais eu de douleur. Et puis j'ai pas eu de choc encore une fois, donc je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Là, c'est un sentiment de détresse qui est assez profond. Le lendemain, je suis rapatrié à Ajaccio en hélicoptère. J'arrive à l'hôpital, ils me font des radios et puis les médecins me disent « on ne comprend pas, vous n'avez rien ». Donc, désolé, mais il vous faut juste un peu de repos. Et en rentrant à Paris, ville où j'habitais alors, je commence à voir des thérapeutes, je commence à voir des personnes spécialisées dans l'acupuncture, mais aussi dans l'hypnose ou dans la sophrologie. Et je commence à me rendre compte que j'ai sacrifié mon bien-être durant toutes ces années, depuis 2012, depuis 6 ans, et que je l'ai autant sacrifié à l'époque où mon entreprise ne fonctionnait pas qu'à l'époque où elle a commencé à fonctionner. Et c'est depuis en fait cette année-là, depuis 2018, que je suis en exploration sur les liens entre entrepreneuriat et bien-être. Et que je constate sur les personnes qui suivent nos formations que la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la comparaison excessive, l'anxiété financière, bref, les 6 blessures que je traite dans le livre sont souvent à l'origine du burn-out. C'est ce qui m'a permis de comprendre que mon deuxième burn-out était en fait le résultat d'une comparaison excessive et d'une anxiété financière. Et j'ai donc décidé effectivement de rédiger ce livre comme une forme déjà de thérapie personnelle, mais aussi pour aider toutes celles et ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui sont actuellement à leur compte et qui ont connu l'épisode du burn-out. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place depuis quelques années? Quelles erreurs tu as arrêté de commettre afin de ne plus répéter ces burn-out? Il y a un océan de solutions, mais je dirais que le premier réflexe, c'est tous les matins, toutes les semaines. Il y a mon entreprise d'un côté et ce qui compte pour l'entreprise, quelles sont les priorités stratégiques de l'entreprise, quelles choses on veut construire, quels produits on veut lancer. Mais il y a mon bien-être. Et mon bien-être, il passe en premier. Et donc avant tout, je me demande, toi, de quoi tu as besoin cette semaine, de quoi tu as besoin dans ton quotidien, de quoi tu as besoin dans ton année. Et je place des moments dans mon calendrier pour ce bien-être, que ce soit des moments dans la nature, des moments de sport, des moments avec des thérapeutes, avec des coachs, ou, et c'est ça le plus intéressant selon moi, des moments dans mon entreprise qui sont propices à mon bien-être. Donc dans les différents outils de connaissance de soi sur lesquels je m'appuie, il y a Process Communication, qui est donc un test créé par la NASA
l'agence qui envoie des fusées dans l'espace, l'agence américaine qui avait inventé ce test suite à un crash d'une fusée dans les années 60. Ils avaient essayé de comprendre la cause de ce crash et en fait c'était une incompréhension, un désaccord entre les différents ingénieurs, non pas parce qu'ils avaient un manque de compétences techniques, mais parce qu'ils n'avaient pas la même manière de communiquer, de s'exprimer. Et donc, Process Communication donne différents types de personnalités, le profil analytique, le profil rêveur, le profil persévérant, le profil promoteur, le profil rebelle, le profil empathique. Moi, par exemple, j'ai un profil rebelle. Donc, je perds toute mon énergie si on me met sur la même mission pendant trop longtemps. Si on me donne la même chose à faire pendant 1 an. Si on me donne un combat qui ne va pas pouvoir donner des fruits rapidement, si on me donne par exemple une négociation commerciale qui va prendre 1 an avant de voir son terme, que ce soit un succès ou un échec, en fait, la durée de ce projet va être très difficile à encaisser pour moi. À l'inverse, tous les projets créatifs, tous les projets qui demandent d'innover, de surprendre, d'être dans une réaction avec d'autres personnes, sont des projets que j'adore. Et donc j'ai réinventé mon rôle de dirigeant et je continue en fait de le réinventer en permanence pour y mettre des activités qui collent avec mes profils psychologiques. Et d'ailleurs, on a dans mon entreprise donc essayé de systématiser cette réflexion pour un maximum de personnes. Donc mon associée Anaïs a également passé ce test. Elle aussi est en réflexion sur ses besoins psychologiques et son rôle dans l'entreprise. On le fait avec d'autres personnes qui occupent des postes de direction dans la boîte. Et c'est un outil, mais il en existe plein d'autres qui permettent de mieux se connaître et donc de placer au cœur de son entreprise des missions bénéfiques pour notre niveau de bien-être. Et c'est aussi le message du livre, c'est-à-dire qu'il y a à la fois effectivement ce danger que fait naître l'entrepreneuriat, ces blessures que suscite la démarche entrepreneuriale, mais il y a aussi une réalité qui est qu'être à la tête de son entreprise, c'est se donner la liberté de la penser au service de son bien-être et de concevoir chaque jour sa fiche de poste et sa journée idéale. Merci beaucoup Alexandre pour ce partage. Merci.